Amélie Jocelyn-Leray et Caroline Rossi. C'est Madame Jocelyn-Leray qui prendra la parole. Elle est maître de conférences en traductologie et linguistique anglaise à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès au département de traduction, d'interprétation et de médiation linguistique. Ses recherches portent notamment sur l'utilisation des diverses technologies de la traduction. Pendant le processus de traduction, quelques mots sur votre collègue. Madame Rossi est professeure de traduction spécialisée à l'Université de Grenoble-Alpes. Ses travaux se situent au croisement de la psycholinguistique, de la linguistique cognitive et de la traductologie. La communication d'aujourd'hui s'intitule « Traduction automatique, corpus et dictionnaire, un ménage à trois bien confus ». À vous la parole. Merci beaucoup Alexandra, et puis merci pour ce colloque qui est vraiment très fructueux depuis le départ. Donc je vous présente les excuses de Caroline Rossi qui aurait bien aimé être là, mais elle est très prise parce que c'est la fin d'une formation sur le projet Multitrain NMT dont on a parlé justement hier. Voilà, et puis je remercie René de me faire me sentir en effet comme un vieux crouton, puisque j'ai réalisé que mon premier séjour à l'Université d'Ottawa, ça faisait 24 ans, et que Patrick Drouin, je le connais, je pense, depuis à peu près un quart de siècle. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser quand même au numérique et à des choses très actuelles. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, je me place au début. Faut juste que je passe en... Alors attendez, non, je vais d'abord passer, je pense, en diaporama et après mettre le partage d'écran en me remettant bien au début de la présentation. Voilà. Donc je reprends ici, partager l'écran. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça ? Vous voyez assez bien? Oui, parfait. Très bien. Alors, donc, l'interrogation de départ, un petit peu, justement, vous voyez, c'est toujours dans la thématique un peu vieux crouton. Si vous voyez l'image de gauche, à quoi peut encore bien servir un dictionnaire? Vous voyez, comme ce bon vieux petit Larousse papier, à l'heure de la traduction automatique neuronale. Alors, notre présentation, elle se fera en trois parties. Donc une première partie où j'essaierai de montrer à quel point la situation est un peu confuse de manière générale dès qu'on parle de traduction automatique, de corpus et de dictionnaire. Dans une deuxième partie, je me baserai en fait sur des données issues d'enquêtes sur des utilisateurs de ces trois ressources numériques. Et donc là, je rejoins aussi René sur l'idée que le numérique, ça n'est pas que la traduction automatique, justement, il y a plein d'autres choses. J'y reviendrai dans ma conclusion notamment. Et puis je finirai par une présentation raisonnée des trois types d'outils et puis quelques recommandations. Alors, pour commencer donc cette première partie, je voulais partir d'un constat général qui avait déjà été mentionné rapidement par Rudy hier, en fait, dans sa présentation. Donc là, c'est voilà, it's a fact. C'est le fait que on utilise de plus en plus, ou certaines personnes utilisent les moteurs de traduction automatique comme des dictionnaires. Donc ça a été documenté par un certain nombre d'études récentes. Alors soit c'est affirmé vraiment tel quel dans certaines études, alors comme les deux là que je mentionne, la première où on nous dit voilà que 66% des étudiants de l'université de Duke qui ont été interrogés sur l'usage de la traduction automatique disent l'utiliser comme un dictionnaire bilingue. Et même conclusion dans une étude très récente de Bourdet et Guichon que Rudy a cité hier aussi. Donc soit c'est carrément affirmé tel quel dans les études récentes, soit ça transparaît en fait dans les usages qui sont faits de la traduction automatique. Notamment parce que donc, certaines études montrent que les personnes qui utilisent la traduction automatique le font parce qu'ils vont vraiment chercher la traduction d'un mot, un mot en particulier. Donc par exemple, cette étude récente aussi donc, de Wiesent et Way 2001 qui montre que c'est utilisé pour traduire des mots plus que pour traduire des phrases. Et puis je voulais citer aussi une étude qui a été citée au colloque Tralogie, dont on a parlé là, hier en avril, parce que je trouve que le titre de la présentation est en fait très explicite. I looked it up in DeepL, et look up, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour to look up a word in a dictionary. Donc ça veut dire qu'on utilise vraiment le traduction automatique comme un dictionnaire.
Donc soit on va chercher la traduction d'un mot, c'est vraiment ce qu'on fait dans un dictionnaire bilingue, et donc ça c'est une capture d'écran de l'étude qui a été présentée par les collègues suisses à Tralogy. Vous voyez, la première chose qui apparaît, c'est vraiment ça. How to use machine translation to translate individual words or phrases. Et puis, la traduction automatique est aussi utilisée par exemple pour trouver des synonymes, c'est-à-dire qu'on utilise le dictionnaire, la traduction automatique vraiment comme un thésaurus. C'est ce qu'a montré aussi l'étude d'Alice Delorme, la collègue suisse. Donc là, j'ai cité quelques extraits qui étaient dans sa présentation. Mais on utilise aussi la traduction automatique pour comprendre le sens, hein, donc ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est vraiment des choses qui sont affirmées en fait par les utilisateurs dans des études récentes, ou bien pour des activités de production écrite, comme notamment ce qui est mentionné dans l'étude de Bourdet et Guichon qui date de 2020. Donc ça, c'est vraiment, c'est un fait. Et donc ça montre déjà quand même qu'il y a une certaine confusion sur les fonctions de ces différents outils, etc. L'autre chose qui apporte un peu à la confusion, c'est le fait que il y a pas mal d'outils en fait qui font appel à des interfaces finalement qui sont pas très claires. Et notamment là, j'aimerais essayer très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais essayer de caractériser les outils qui sont en fait les plus plébiscités par les utilisateurs. Et notamment m'attarder sur Lingui. On en a parlé un tout petit peu hier, mais je pense qu'il faut vraiment en parler plus en détail. Word Reference, et puis, alors quand j'ai mis dictionnaire, évidemment c'est très large, mais là je vais m'attacher à parler de certains dictionnaires unilingues, les dictionnaires pour apprenants qu'on va trouver en ligne. Alors si on s'intéresse en particulier à Lingui, alors déjà Lingui, on ne sait pas trop comment l'appeler en fait. Il y a des problèmes de dénomination. Alors si on va sur le site de Lingui, ce que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants, et qu'on regarde comment Lingui elle-même se caractérise, on nous dit que c'est un dictionnaire anglais-français et recherche via 1 milliard de traductions. Donc voilà vraiment la manière dont c'est caractérisé. On parle aussi d'appli dictionnaire, Lingui. Bon. Donc on peut en déduire de ça que ça serait une sorte de dictionnaire doublé d'une mémoire de traduction. Alors quand on va chercher dans les travaux et dans la littérature, on voit que par exemple Bourdet et Guichon le nomment concordancier. Alors moi je voulais aussi un peu revenir sur cette appellation de concordancier, parce que si on compare avec un concordancier comme ceux qu'on utilise en linguistique de corpus, il y a quand même des restrictions au niveau de l'outil. C'est-à-dire que par exemple, l'objet de la requête, je trouve une faute de frappe, est affiché de manière assez floue. Vous savez, on voit cette espèce de couleur jaune qui se... Voilà, qui se détend là, à gauche, à droite, on ne sait pas très bien où ça commence, ça s'arrête. Il n'y a pas de format quick comme on a vraiment dans des lignes de concordance en fait. On n'a pas de visibilité sur les fréquences. Le corpus est figé dans la mesure où on ne peut pas modifier la taille des extraits. C'est-à-dire que si on utilise un vrai concordancier, on peut modifier la longueur des lignes de concordance, on peut aller voir le texte en paragraphe, etc. Là, on a soit l'extrait figé qui est dans Lingui, soit on clique dessus et pouf, on est balancé dans un espèce d'énorme texte où il faut aller rechercher ce qu'on cherchait. Il n'y a pas de possibilité non plus de faire des requêtes très fines comme on ferait avec un véritable concordancier. Par ailleurs, qui dit concordancier dit corpus. Qu'est-ce qu'on sait des corpus de Lingui en fait? Alors, quelque chose aussi que je fais toujours remarquer à mes étudiants, j'ai encore revérifié hier soir pour dire que je ne disais pas des bêtises, mais le sens de la traduction n'est pas indiqué. C'est-à-dire que quand on regarde tous ces extraits bilingues, on ne sait jamais en fait quel est le texte source, quel est le texte cible. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Il faut en faire prendre conscience aux utilisateurs. Par ailleurs, la taille et la constitution des corpus qui sont sous-jacents à Lingui ne sont pas connus. Alors, pour revenir encore sur la question d'appellation, voilà, par exemple, de nouveau dans Reason the Way, on nous parle de a confused machine translation system with dictionaries and aligned corpora. Donc bref, personne n'arrive vraiment à nommer, je pense, ce qu'est cette entité. Alors, pour illustrer un peu plus ce que je voulais dire, on a essayé en fait de revoir un peu Lingui dans une optique diachronique, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, Lingui est un outil qui a beaucoup évolué et retrouver des états antérieurs, c'est pas si simple. Mais comme j'utilise depuis longtemps, j'avais quand même quelque chose en tête. Alors ça, c'est les anciennes interfaces, vous voyez là, ça de 2013. Avant, on avait donc cette partie un peu dictionnaire bilingue très basique à gauche. Et puis à droite, les sortes de mémoires de traduction qui s'affichaient. Et donc, il s'appelait dictionnaire, mais la partie dictionnaire, finalement, n'était pas la partie la plus importante. On tombait surtout, en fait, sur la partie mémoire de traduction.
Et à cette époque-là, l'aspect collaboratif avait déjà disparu. Parce qu'à un moment, il y avait quelque chose aussi dans Lingui, on pouvait donner une appréciation avec un pouce. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui a disparu de Lingui. Ça, j'ai fait la même recherche en 2022, voilà, sur les mêmes termes en anglais et espagnol. Et on voit que l'interface est complètement différente. Donc maintenant, bon, on a le dictionnaire qui apparaît au-dessus. On a surtout DeepL qui apparaît en plein milieu. Et puis, on a encore en dessous quelque chose qui s'appelle External Sources, qui est en fait les fameuses mémoires de traduction. Mais par contre, on nous précise quand même maintenant Not Reviewed. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un petit indice sur les questions de fiabilité. Et dans certains cas, j'ai redécouvert récemment aussi qu'il y avait des accès à Wikipédia. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être là. Et en fait, quand il y a des modifications sur Lingui, elles ne sont pas indiquées. C'est-à-dire qu'un jour, on découvre que hop, l'interface a changé, quelque chose de nouveau est arrivé, etc. Donc bref, Lingui, c'est quand même quelque chose qui est assez mouvant et dont les contours sont très flous. Et il se nomme aussi traducteur, translator. Et la question, c'est finalement... on sait en fait que Lingui et DeepL, c'est la même boîte. Mais c'est pas dit vraiment très clairement. Et finalement, le traducteur, il n'est pas lié aux données autrement que par le génie des créateurs de Lingui qui ont aussi fait, par magie, DeepL. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui font que c'est pas finalement très clair de savoir de quel outil il s'agit exactement. Alors, Word Reference, c'est aussi l'outil vraiment que tout le monde utilise. Alors finalement, quand on essaie de décrire Word Reference, même chose. Word Reference, en fait, a beaucoup évolué. C'est difficile de retrouver des états antérieurs, mais en gros, c'est un ou des dictionnaires bilingues. Alors, ça a été créé en 1999, au départ avec dictionnaire bilingue gratuit. Et donc, voilà comment c'était décrit au départ. Donc, le site présente de nombreux dictionnaires numérisés, mais d'autres de création propre, chacun avec sa microstructure bien ordonnée. Et en fait, ça, je ne sais pas si vous avez ça en mémoire aussi, mais dans Word Reference, avant, on avait des numérisations de dictionnaires faits par des lexicographes existants. C'était en fait si mes souvenirs sont bons, je crois, le Robert et Collins, mais pas la version très avancée, une version un peu basique. Et puis maintenant, c'est juste annoncé comme Word Reference. Un dictionnaire bilingue, mais quand même enrichi, et c'est ça qui fait en partie son succès aussi, c'est parce que c'est enrichi de ce qu'il appelle les formes composées, où en fait on va rajouter un peu plus de contexte, de combinaisons de mots, etc. On va y trouver des synonymes, et puis ce qui est intéressant aussi dans Word Reference, c'est qu'il y a un aspect collaboratif, un côté un peu wiki. Donc on nous dit un oubli important, signaler une erreur, suggérer une amélioration, et puis il y a la présence d'un forum de discussion. Alors bon, j'ai repris une capture d'écran, mais enfin je suppose que tout le monde connaît à peu près Lingui. Mais voilà, ça ce sont des choses supplémentaires qui en font sans doute plus qu'un dictionnaire dans le sens ordinaire du terme, j'ai envie de dire. Maintenant, pour revenir donc très rapidement sur les dictionnaires qui intègrent en fait des corpus, ou qui intègrent d'une certaine manière des corpus. Alors en fait, des dictionnaires qui utilisent des corpus ou qui se basent sur des corpus, c'est pas nouveau. Ça commence à être bien ancien. Donc avec tous les premiers dictionnaires pour apprenants, le Collins Cobfield, etc. Le Oxford Hachette, dictionnaire bilingue 1994, ça commence vraiment à dater. Mais auparavant, ces corpus, c'était l'apanage du lexicographe et de la personne qui fabriquait le dictionnaire, en fait. C'était, entre guillemets, la partie cachée. Et de plus en plus, les corpus sont maintenant présents dans les interfaces accessibles en ligne et utilisées par les apprenants. Donc, par exemple, dans le Longman, par exemple, dans le Merriam-Webster's, mais sans que les usagers, entre guillemets, lambda, en soient forcément conscients. Et d'ailleurs, si on regarde aussi dans une approche diachronique la manière dont tout ça a évolué, à un moment donné, dans le Longman, on avait quelque chose qui s'appelait More Examples. Et puis un jour, on nous a dit, non mais en fait, More Examples, ça vient d'un corpus. Alors là, on a commencé à introduire le mot corpus, mais au départ, il n'y était pas. Et donc, la question qu'on se pose, c'est finalement, dans quelle mesure la combinaison des données de corpus et d'autres éléments dans les dictionnaires en ligne, ça ne vient pas brouiller l'image que l'utilisateur contemporain se fait du dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire maintenant en 2022 pour un utilisateur lambda au point de vue numérique? Alors j'ai repris juste là une capture d'écran. On voit mal, je pense, le contraste de couleurs, mais en gros là dans le Longman, en haut on a l'entrée de dictionnaire et puis en dessous ce qui est marqué en jaune, c'est
Examples from the corpus. Et alors, the corpus, avec un C majuscule, dont on ne sait pas grand-chose, qui n'est pas décrit tel quel. Enfin, il faut vraiment aller farfouiller pour avoir plus de choses. Et puis donc, on a plus d'exemples, certes, mais ils ne sont pas triés. Et puis surtout, de nouveau, c'est pas interactif. C'est un peu comme dans Lingui, où en fait, on a un corpus, mais on peut pas aller farfouiller dedans si on a envie de le faire. Dans le Merriam-Webster, on a deux choses séparées. On a donc, par exemple, Examples of Dictionary in a Sentence. Et alors là, on nous donne des sources quand même, parce que dans le premier, on nous disait The Corpus, mais on n'avait pas de source, on n'avait pas de date, on n'avait rien. Là, par exemple, vous voyez Publishers Weekly 2008, Outwitting History 2004, bon, et puis après d'autres phrases, sans doute tirées d'un corpus qui a servi à la base pour le Merriam-Webster, mais c'est tout. Et surtout, ce qu'on retrouve sur le Merriam-Webster, mais qu'on ne trouve pas dans le Longman, par exemple, c'est des exemples, en fait, qui vont être collectés sur le web. Et donc là, si vous regardez les dates, là, ma capture d'écran, elle date d'il y a quelques jours. Hein. Si vous regardez les dates sur le web, mars 2022. Donc c'est extrêmement récent. Et donc d'après les observations que j'ai pu faire, parce que je regarde régulièrement ce genre de choses là pour ma recherche, il y a une mise à jour en fait hyper régulière, mais qui a priori n'est pas filtrée par le lexicographe. Et ça, ce qui m'a permis de le voir plusieurs fois, c'était le fait aussi que dans les exemples qui sont là, ils ne sont pas filtrés, et notamment ils ne sont pas filtrés au niveau sémantique. Et j'avais pu remarquer des exemples qui finalement ne venaient pas illustrer ce qui était précédemment dans l'entrée de dictionnaire. Alors, bon, voilà, donc pour conclure rapidement là-dessus, hein, l'idée c'est que donc il y a une assez vaste panoplie d'outils numériques qui sont accessibles, mais finalement leurs contours ne sont pas si évidents, la manière dont c'est fabriqué, etc., c'est pas des choses qui sont très évidentes et qui sont dites. Alors maintenant, j'aimerais m'attarder un peu sur la question des utilisateurs de ces différents outils. Alors pour ça, bon, il existe déjà des enquêtes, et d'ailleurs Rudy aussi en a parlé hier. Alors dans les enquêtes qui existent, toutes les publications existantes, elles concernent donc, les apprenants du secondaire. Alors notamment les travaux de Bourdet, d'Aurélie Bourdet, sont vraiment récents et hyper pertinents sur l'utilisation des lycéens français des outils de traduction automatique et de certaines ressources numériques en ligne du type Word Reference ou dictionnaire. Mais donc ça, c'est pour les apprenants du secondaire. Il y a des choses aussi pour les apprenants de premier cycle, la licence en France. Hein, donc l'étude de O'Neill, par exemple, avec des étudiants de deuxième année de licence, ou l'étude de Rudy et Sophie Lechoguette qu'il a mentionné hier, qui porte sur des étudiants en fait en dernière année de premier cycle. Il y a aussi des études donc, qui portent sur les étudiants en SHS, en sciences humaines et sociales en général, donc j'ai noté celle de 2022, ou bien l'enquête que j'ai mentionnée au tout départ avec les collègues de Suisse, là, donc Alice Delorme, où en fait là ils ont enquêté auprès de tout le personnel de plusieurs universités, mais au sens large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois là-dedans les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, etc. Et à notre connaissance, il n'y a pas vraiment d'études qui portent spécifiquement sur les étudiants en traduction et sur les apprentis traducteurs. Et donc pour ça, on a mené en fait plusieurs enquêtes là les dernières années. Alors on est encore en train de terminer les dépouillements, donc ce que je vous donne c'est des premières pistes, hein, c'est un travail en cours. Mais donc je voulais un peu croiser tous ces résultats-là. Donc une enquête qui portait spécifiquement sur les corpus, qui a été menée auprès d'étudiants de Master 1, étudiants de Master 1 en traduction à l'Université de Grenoble. Une enquête sur les dictionnaires, qui a été menée auprès de 3 promotions successives d'étudiants traducteurs à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Et puis une enquête sur traduction automatique et dictionnaire en ligne, menée cette semaine. Donc vous avez des résultats extrêmement frais qui ont été collectés par Caroline cette semaine dans le cadre de sa semaine de formation. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces enquêtes? De nouveau, très brièvement, je ne donne pas tous les chiffres, c'est vraiment des tendances. En ce qui concerne donc, la place et la fonction des corpus, donc auprès de 37 étudiants de Master 1 puis un doctorant, c'est que finalement, il y avait quand même peu d'usage des corpus en dehors des cours dédiés. Avec les étudiants de Master 1. Et donc, on demandait aux étudiants, par exemple, de citer 1 ou 2 exemples des usages récents de corpus dans les projets de traduction. Bon, et en gros, on dit, on l'a fait, mais pour le mémoire de terminologie, ou bien, c'est principalement Lingui.
C'est-à-dire que dans la tête de l'étudiant, lingui égale corpus. C'est quand même ça qui est intéressant par rapport à ce que je mentionnais dans la première partie. Donc, de manière générale, les conclusions du sondage, c'était que les différences entre corpus et mémoire de traduction étaient bien comprises, mais que malgré tout, la place et la fonction des corpus sont pas vraiment bien définies, et surtout que leurs usages sont réduits. Et donc, ça interroge un peu sur la visibilité, finalement, réduite des corpus, qui ont l'air d'être des objets un peu universitaires, plutôt que des professionnels, et ça me rappelle une remarque qui est faite dans le livre de Rudy, justement, sur la traductologie de corpus, qui dit que finalement, il y a des choses qui utilisent des corpus, mais qui n'en disent pas le nom, parce qu'il semblerait que peut-être ça fasse un peu peur. Alors, dans l'enquête que j'avais menée, moi, sur les dictionnaires, bon, je vous épargne tous les détails, mais enfin bref, j'ai mené sur 3 cohortes successives, ça faisait 48 participants, c'est imposé de manière incitative dans le cours de méthodologie, en début de master. Et donc les étudiants ont 31 questions auxquelles ils doivent répondre sur leur utilisation des dictionnaires unilingues français, unilingue anglais, bilingue anglais-français, et sur la manière dont ils articulent toutes leurs consultations de ces outils-là. Alors, qu'est-ce qui ressort qui est important pour ce dont on parle maintenant? Très très peu de dictionnaires papier possédés. Utilisation massive des dictionnaires en ligne. Si ils possèdent des dictionnaires et des papiers, ils utilisent très rarement. Les dictionnaires en ligne qu'ils utilisent sont nécessairement gratuits. Ça, je pense que c'est un point qui est hyper important. Il y a plein de dictionnaires de ressources payantes qui sont non utilisés et qui ne sont même pas connus. Donc, par exemple, le Robert en ligne, ça fait très peu de temps en fait qu'il est accessible gratuitement, et encore, c'est pas la version développée. Mais le Robert et Collins en ligne, le Oxford Hachette, etc., ressources complètement méconnues par les étudiants. Et donc, ça vient un peu conforter ce qui a été déjà vu en sciences de l'information, c'est que dans la culture numérique, il y a aussi l'esprit de gratuité. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir un peu à l'esprit. Ce que j'ai pu noter aussi, c'est qu'il y avait quand même des confusions dans les réponses, c'est-à-dire que les étudiants classaient des outils dans les mauvaises catégories. Par exemple, on m'a mis Google Translate et DeepL dans les dictionnaires. Voilà. Ou bien même, quand il fallait parler dictionnaire bilingue, j'ai une petite faute, là, bilingue ou unilingue, il y avait des confusions aussi à ce niveau-là. Et la conclusion de tout ça, c'est que finalement, les étudiants ne savent plus vraiment grand-chose à propos des dictionnaires. Vous voyez, c'est cette citation-là. Many people know very little about dictionaries. This is particularly the case since dictionaries went online. Et donc, en fait, on ne sait pas finalement qui l'a fait. Peu importe. C'est pas quelque chose qui a l'air important. Bon, et ce qu'on voyait aussi, c'est que les outils les plus utilisés, c'était WordReference et Lingui, mais je ne vais pas y revenir. Et dans la dernière enquête, donc là, la très récente, vous voyez, là, on est en mai, donc l'année s'est déjà écoulée. Moi, je fais en début de formation. Donc, des étudiants de master ou de doctorat de toutes les universités partenaires du projet dont on a parlé hier. Ce qui ressort de ça quand même, c'est que, vous voyez, l'utilisation des dictionnaires en ligne massive, et par contre, un petit différent sur l'utilisation de la TA par rapport à l'apprentissage de la deuxième langue, mais c'est quand même 80%, c'est très important. Et la question avait été posée de manière explicite. Est-ce que les dictionnaires en ligne sont différents de ce qu'on appelle traducteurs en ligne, et donner des exemples de dictionnaires en ligne? Alors, il y avait des réponses intéressantes là. Oui, c'est différent parce que you can check the different meanings of a word. Machine translation usually only gives you one. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite prise de conscience, mais pour des personnes qui ont déjà fait une année de master de traduction. Et donc, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas vraiment d'accès au sens dans une sortie de traduction automatique. Et ça, je pense que si on arrive à développer cette conscience, c'est bien, parce que si on revient à ce que je mentionnais au départ, où je disais on utilise la traduction automatique pour comprendre, ça veut bien dire qu'on considère que la traduction automatique est là pour nous faire accéder au sens. J'ai même des étudiants qui m'ont déjà dit, en fait, j'étais pas sûre d'avoir bien compris, alors j'ai vérifié dans Google Translate. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut après insister auprès des étudiants. Alors, dans la question aussi sur la traduction automatique et dictionnaire, là les étudiants sont quand même capables de dire qu'en effet, la grosse différence qu'il y a, c'est que dans un dictionnaire, on propose plusieurs équivalents de traduction, ce qui n'est pas le cas dans la traduction automatique. Bon, je vais rapidement. Alors, pour terminer donc sur tous ces points-là, il nous semble que c'est vraiment important, en fait, dans la formation, finalement, de
parvenir à une présentation un peu raisonnée de ces trois types d'outils. Alors, quand on parle des corpus, finalement, les corpus, on dit que c'est des données qui sont massives, mais finalement, on s'y intéresse presque plus aux corpus eux-mêmes, dès qu'on parle de traduction automatique, etc. C'est un peu cette perspective, alors extractiviste, c'est le terme qui a été utilisé par Joss Markens, où finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est extraire, mais on s'intéresse plus vraiment à la ressource de départ. Donc le corpus est un peu invisible, méconnu, sous-estimé peut-être, j'ai envie de dire. Sur la différence aussi entre corpus et mémoire de traduction. C'était frappant dans les réponses des étudiants que finalement, Lingui, c'est un corpus, etc. On avait fait un travail déjà là-dessus avec Caroline sur la distinction que vous pouvez essayer de faire vraiment entre les mémoires de traduction et les corpus. Les mémoires de traduction, elles sont constituées par des traducteurs dans des outils de TAO. Et c'est les linguistes informaticiens qui vont en faire des corpus parallèles. Et là, il y a des distinctions à faire. Madame Jocelyn Lauré, je m'excuse de vous interrompre, je vous inviterai à conclure. Oui, je vais conclure. Donc, il faut bien faire la distinction entre corpus et mémoire de traduction. Il faut aussi faire la distinction entre... expliquer d'où viennent les mémoires de traduction et comment tout fonctionne et où s'intègrent les corpus dans la traduction automatique. Alors, juste donc pour conclure très rapidement, je rebondis sur ce que disait René tout à l'heure sur l'importance de la littératie numérique de manière générale. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ce qu'on a fait comme enquête, ça devrait être complété parce que c'est du déclaratif, en fait, par une observation vraiment des pratiques, comme l'a fait par exemple Aurélie Bourdet, où elle a enregistré les recherches que faisaient les étudiants à l'écrit, et ça c'est important de les faire visionner aux étudiants après. Et il faut encourager au bon usage des outils et bien remontrer en fait qu'à chaque outil correspond une fonction en particulier. L'exemple qui est ici, c'est qu'en fait on voit dans une mémoire de traduction que si on ne met pas la majuscule et le point quand on tape la phrase qui est à gauche, le résultat dans la traduction automatique ne va vraiment pas être la même. Parce que les non-phrases ne font pas partie des données d'apprentissage. Donc il y a des choses comme ça très fines qu'on peut aller montrer aux étudiants. Autre exemple aussi, justement, qu'on peut travailler avec les étudiants, c'est voir progressivement, ok, je tape 2 mots, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, et voir à ce moment-là comment le traducteur automatique change les choses. Par exemple, voilà, se taper la cloche, qui est une expression idiomatique, si on parle juste de la cloche, puis se taper la cloche, puis une phrase entière, on comprend mieux après comment fonctionne la traduction automatique. Et de manière générale aussi, et là j'y reviens mais c'est un peu mon cheval de bataille, le bon usage des dictionnaires, je pense que c'est pas parce que le dictionnaire papier est mort qu'il ne faut pas continuer à apprendre aux étudiants à se servir des dictionnaires et surtout à ce qu'est un dictionnaire. Et c'est ce qui illustre la situation qui est ici. Voilà, excusez-moi si j'ai dépassé, je me suis laissé un peu embarquer.